Bien, merci pour l'invitation. Pour nos collègues français, il y a eu une rivalité historique entre l'UCL et mon université, l'ULB. Ce sont des piliers différents, mais je pense que c'est un peu le passé. Et moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à collaborer avec nos collègues ici de l'UCL. Alors, mon exposé, en fait, va pas spécialement parler de communication en accord avec les organisateurs. Ce que je vais surtout vous montrer, ce sont toute une série de transitions ou de changements qui sont en cours avec une optique mondiale, parfois aussi européenne, pour essayer en fait de situer la transition écologique et sociale dans tout un ensemble. Et l'idée, c'est qu'il est important d'avoir une connaissance de toute une série d'autres transitions, transformations, sous peine de rester dans ce qu'on appelle parfois un silo, c'est-à-dire un champ dans lequel on communique avec des personnes qui ont les mêmes termes de référence, mais qui sont relativement imperméables à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, ce terme de transition, il apparaît notamment dans la chimie et il apparaît dans la politique, notamment après la chute du mur de Berlin, lorsque on avait des pays en transition, ce qui voulait dire depuis le bloc communiste vers le système capitaliste. Et c'est donc un terme qui est assez, bon, voilà, multiforme. Mais je pense qu'il y a un élément à préciser, c'est dans quelle mesure une transition est voulue, est orientée, et dans quelle mesure elle est, je ne vais pas dire spontanée, mais elle est moins guidée, je dirais. Et ça, c'est un point qui est important, parce que toute une série de transitions sont le résultat d'actions de différents acteurs pour différents objectifs, sans qu'il y ait bien sûr une coordination. Alors que l'idée d'une transition écologique est implicitement fait appel à une image quand même de coordination. Alors avant ce terme de transition qui domine aujourd'hui dans le langage sémantique dans le domaine de l'environnement, il y avait le développement durable qui lui aussi avait cette ambition d'un changement qui serait orienté. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait imaginé ce concept de développement durable? Vous le savez, vous connaissez ce type de graphique. Ce sont les accélérations que l'on voit apparaître sur les impacts sur l'environnement dans le monde, principalement après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça commence déjà avant. Et donc, on va utiliser le terme d'anthropocène. Et donc, on a un poids qui est beaucoup trop important des activités humaines sur les écosystèmes, avec des conséquences dramatiques sur les espèces animales et végétales et sur les groupes humains. Alors, si je vous montre un graphique, enfin qui n'est pas un graphique, qui est plutôt une carte, c'est assez saisissant de voir comment l'humanité a modifié les écosystèmes à travers des écosystèmes cultivés de façon beaucoup plus intensive, beaucoup plus forte qu'avant la révolution industrielle. C'est une carte de 1700 et là on est avec 2000. Donc on voit qu'on laisse peu de place en fait aux espèces animales et en réalité aujourd'hui si on prend les mammifères, c'est assez frappant d'avoir un chiffre qui est que 93%, 93% de la masse animale des mammifères, ce sont des mammifères d'élevage. Donc on a mis en quelque sorte en coupe réglé la vie animale à travers l'élevage, à travers le contrôle des espaces, et il y a très peu d'espace qui est laissé en fait à d'autres espèces, d'où une perte de biodiversité extrêmement fulgurante. Si vous êtes intéressé, je vous recommande le livre La sixième extinction de Elizabeth Kohler, qui est un très bon livre de vulgarisation par une scientifique. Elle a eu le prix Pulitzer de l'essai, et il vous montre ce qui est en cours au niveau biodiversité. Hein. Bon. Alors, le développement durable apparaît en termes de concept, en particulier au milieu des années 80, avec le rapport Brundtland. Vous avez là
la couverture, notre futur commun, hein, c'était une volonté de motiver justement à un futur désirable, hein, mais un futur désirable au niveau international. Je pense qu'à cette époque-là, en tout cas dans certaines sphères, la mondialisation avait une vision, une image plus positive qu'aujourd'hui, où on a davantage de repli. Et ça a été un des éléments, je pense, qui a fait modifier, je dirais, cette vision du développement durable au niveau mondial. Alors, vous savez que sur Terre, eh bien, on a un mode de développement qui a été élaboré dans la sphère occidentale, qui est beaucoup trop impactant. Et au fond, il y a un choix, enfin, il y a une terrible, je dirais, ambivalence. Soit ce type de développement s'étend au niveau mondial, il est insoutenable alors écologiquement, parce qu'il est beaucoup trop pesant. Soit il reste cantonné dans certaines parties de la population, et alors il est insoutenable socialement, parce qu'il a des grandes inégalités. Et au fond, aujourd'hui, on est un peu des deux. Il y a un petit peu des deux. Et le développement durable a essayé de formuler un projet pour concilier en fait développement et environnement à travers des mots d'ordre fédérateurs. Par exemple, dans ce rapport, je vous conseille d'aller jeter un œil, par exemple, sur le premier chapitre. Il est extrêmement bien écrit et extrêmement dense au niveau aussi conceptuel. Et l'idée est de dire, bon, on peut concilier les deux, en fait, développement, environnement. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Produire plus avec moins ». Mais bon, ce qui apparaît je dirais, à l'autopsie, enfin avec un peu de recul, c'est que on a minimisé les obstacles devant ce projet-là. On a sans doute eu trop de confiance dans les solutions techniques et d'autre part, les acteurs et les processus ont été peu définis. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde devait faire du développement durable à tout moment, à toutes les échelles. Et il y a eu alors une espèce de dilution de ce projet. Néanmoins, ce qui apparaît dans la transition écologique et sociale, pour moi, au niveau du contenu, n'est pas très différent hein, de ce qu'on voit dans les textes du développement durable de cette époque, qui est un concept qui, à l'époque, n'est pas utilisé par les grandes entreprises. Les grandes entreprises vont rentrer dans ce concept-là dans les années 2000, mais au départ, dans les années 80-90, maintenant, eh bien, c'est pas le cas. Alors, je voudrais réhabiliter un outil si conceptuel d'analyse parce que je me suis rendu compte qu'il n'était plus connu alors qu'il a été très intéressant et je pense qu'il est encore assez utile. C'est le graphique qu'on appelle en anglais DPSIR, Driving Force, Pressure, State, Impact, Response, ou en français, Force directrice, pression, état, impact, réponse. Alors, l'idée, c'est que, je ne sais pas si on voit mon... Est-ce qu'on voit mon... Oui, ok. Eh bien, si vous prenez une question environnementale, prenons par exemple la pollution de l'air. Bon, vous pouvez regarder l'état. Est-ce que l'air est pollué, oui ou non? Cet état va dépendre des pressions. Est-ce qu'on va injecter dedans des gaz qui polluent l'air? Ces pressions elles-mêmes dépendent des forces directrices. Plus il y a de voitures, plus il y a de personnes, plus il y a de croissance, plus il y aura de pression. Et l'État va générer des impacts. Les impacts, c'est les impacts sur la santé ou des impacts particuliers sur la faune et la flore. Ça, c'est donc ces 4 compartiments. Et puis, on a les réponses. Alors, les réponses peuvent agir sur les pressions, sur l'état, sur l'impact. On peut diminuer l'impact, par exemple, en ouvrant des lits d'hôpitaux. Hein, c'est un peu l'actualité. Pour les gens qui ont des gros problèmes au niveau respiratoire. On peut agir sur les pressions en agissant sur les normes, etc., etc. Et au fond, sur quoi est-ce que les politiques environnementales ont agi le plus souvent hein? Et en fait, elles ont agi le plus souvent sur les pressions. C'est-à-dire qu'on a mis des normes sur ce qui pollue directement, hein, sur les processus, et on n'a pas spécialement agi sur les drivers, sur les forces directrices. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile, en fait. C'est beaucoup plus difficile de changer le concept de la croissance économique, de limiter les ventes de certaines installations polluantes, etc. On préfère rendre ces installations moins polluantes, mais sans entraver le marché.
Et ça a peut-être, enfin, ça a fonctionné pour pas mal de problèmes, hein, parce que, par exemple, en Wallonie, l'eau est beaucoup moins polluée que par le passé. On a mis des stations d'épuration, etc. Là, on a agi sur les pressions. Hein. Mais pour les grands problèmes environnementaux qui se sont multipliés, ce modèle-là, il est insuffisant. Et il faut travailler sur les drivers, sur les forces directrices. Et comme je vous le disais, c'est beaucoup plus compliqué. Et mon exposé va passer en revue, si vous voulez, une série de drivers, de forces directrices, de changements au niveau mondial qui, au fond, conditionnent ces évolutions dans l'environnement, mais pas seulement. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va passer chaque fois sur certains de ces points avec quelques éléments clés. Alors, je commencerai par les grands progrès humains et j'utilise volontairement ce terme avec cette jolie photo d'ailleurs, cette jolie œuvre d'art, parce que il y a réellement eu des progrès dans le monde hein, et on a tendance à l'oublier parce que le développement est aujourd'hui tellement inégalitaire, il a tellement d'effets négatifs qu'il y a un rejet. Mais en réalité, au niveau mondial, on a une hausse de l'espérance de vie qui ne s'est jamais produite dans l'histoire humaine, une hausse de l'éducation qui non plus ne s'est jamais produite à ce niveau-là, et également une augmentation de la richesse. Ces trois indicateurs ensemble forment l'indice de développement humain, l'IDH. Et si vous regardez la croissance de l'IDH en 25 ans, eh bien, l'IDH a augmenté de 50% dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Alors, ici, j'utilise un site qui s'appelle Gapminder. Si vous enseignez, je vous recommande ce site parce qu'il vous donne tous ces chiffres d'une façon très visible. Et bon, je ne peux pas le faire ici, mais vous l'avez de façon évolutive. Vous pouvez le montrer sur les années, en fait, vous voyez comment ça évolue. Et chacune de ces sphères, c'est un pays, vous pouvez cliquer dessus, vous avez plus d'informations. C'est très, très bien fait. Et donc, les gros pays rouges sont des pays qui sont en Asie. Hein, l'Asie est là, en rouge. Et c'est donc l'Inde ici, la Chine. Les pays verts, c'est ici en Amérique, ça c'est les États-Unis. Et les jaunes, c'est en Europe. Et les bleus, c'est en Afrique. Donc, vous voyez, il y a un grand éparpillement, mais il y a eu une hausse. Ici, j'ai mis des flèches entre 1990 et 2015 qui sont vraiment très, très importantes. Donc, ça, c'est une première transition, ou en tout cas, peut-être pas une transition, mais une évolution. Par contre, ce qui est réellement une transition, c'est la transition démographique. La transition démographique, on passe d'un état avec beaucoup de naissances, beaucoup de décès, vers un état avec peu de naissances et peu de décès. Et là, c'est réellement quelque chose qui est en cours, hein, qui s'est produit dans la grande majorité des pays. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Beaucoup de pays se trouvent aujourd'hui en dessous du taux de renouvellement, hein, c'est-à-dire en dessous de 2 enfants par femme. Hein, vous voyez la ligne ici. La Chine, par exemple, est largement en dessous, mais pratiquement tous les pays européens. Les pays africains se trouvent ici plus haut. Il y a quelques pays asiatiques, mais en fait, on est dans un état, voilà, on a largement fait cette transition démographique, sauf dans la plupart des pays africains. Et ceci s'est passé très vite. Hein. Et là, vous allez voir, dans plusieurs de mes graphiques, il y a cette notion de vitesse. Et je voudrais y revenir à la fin de l'exposé parce qu'elle questionne ce que nous pouvons faire justement par rapport aux transitions. Ici, vous avez, donc avec Gapminder, j'ai pu tracer l'évolution de le nombre d'enfants par femme entre 1970 et aujourd'hui, et vous avez une baisse très très vite. Bon, prenez l'Iran par exemple, on ne se rend pas vraiment compte à quel point tout ça a diminué très 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 vite au niveau de la démographie. Bon, donc cela est un point important aussi parce que quand on fait une conférence sur ces sujets-là, chaque fois il y a des personnes dans la salle qui disent oui, mais est-ce qu'on n'est pas trop nombreux sur Terre? Est-ce qu'il n'y a pas une surpopulation? Et donc, c'est important d'approcher cet élément. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur Terre, il n'y a pas
trop de monde par rapport au fait d'avoir assez de ressources alimentaires. Il y a la faim dans le monde qui affecte plus de 10%, largement plus de 10% de la population, mais c'est surtout dû à des questions de pauvreté, de conflits, etc. C'est pas dû à une production. Alors, ça dépend du type d'alimentation. C'est vrai que si tout le monde mange beaucoup de viande, ça n'ira pas. Là, il n'y aura pas suffisamment. Donc, il y a des éléments à faire par rapport à cette alimentation, mais on ne peut pas dire que la population est trop grande par rapport à la production alimentaire. Et en ce qui concerne les impacts, aujourd'hui, par rapport aux impacts climatiques, ces pays subsahariens, je vous ai montré où la démographie est assez grande, les populations restent relativement faibles, parce que vous voyez, la taille des cercles ici est proportionnelle à la population. Bon, aujourd'hui, un Africain subsaharien émet en moyenne de 10 à 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un Belge. Évidemment, ça peut changer, hein, et c'est vrai que le mode de développement, c'est là que le mode de développement est effectivement très important. Et je dirais, pour être plus précis par rapport à la question du climat, ce n'est pas le mode de développement en général, c'est vraiment les émissions de carbone, hein. Donc ça veut dire qu'il faut électrifier l'Afrique sans le charbon, si possible sans le gaz, et essentiellement avec des renouvelables, parce qu'il y a beaucoup de renouvelables. Donc on est dans une question plus technique qui permet peut-être d'avoir une transition. Bon, ça ne va pas tout résoudre parce qu'en effet, il n'y a pas que le gaz à effet de serre, il y a toutes sortes d'impacts divers et variés. Mais à l'heure actuelle, il peut y avoir ce terme de surpopulation que j'aime pas tellement parce qu'il naturalise en fait l'humain. Hein. L'humain en fait modifie son environnement. C'est pas un animal. On peut parler de surpopulation pour des lapins par exemple, mais pour l'humain, il va modifier. Soit il va détériorer son environnement et alors on sera beaucoup trop nombreux par rapport à un même environnement, soit il va l'améliorer au contraire. Hein. Mais donc, il peut y avoir des gros problèmes de hausse de population. Vous savez, à certains endroits en Afrique, il y a une hausse de 25% en 10 ans, des choses comme ça. Bon, c'est très difficile à gérer, ça on est d'accord, mais ce n'est pas un problème mondial qui serait à la base de ces questions environnementales, en tout cas aujourd'hui. Alors, cette transition démographique, eh bien, elle a une autre conséquence, c'est le vieillissement. Et le vieillissement, il est très perceptible en fait. Hein. On a aujourd'hui plus de personnes qui ont plus de 65 ans sur Terre. Hein. Enfin, non, plutôt en 2050, on sera 1,5 milliard. Et les jeunes entre 15 et 24 ans, c'est 1,3 milliard. Donc, on a ce vieillissement. Avant tout, ici, dans les pays européens, ici, ce pays-là, c'est le Japon, avec un vieillissement, parce que l'espérance de vie, en fait, est très, très importante au Japon. Ici, vous avez la richesse qui est en mode logarithmique. Ça veut dire que c'est pas proportionnel. Ici, c'est 1000 et ici, c'est 10 000. Hein, et donc, ici, c'est 64 000. Donc, en fait, vous avez ici l'espérance de vie en fonction de la richesse. Hein. Bon, alors, je ne vais pas prendre trop de temps, mais ces graphiques nous permettent aussi de voir que pour une même espérance de vie, donc pour un taux de vieillissement voilà, important ici, vous avez des pays qui ont une richesse assez faible et d'autres des richesses assez fortes et pourtant qui ont la même espérance de vie. Ça veut dire qu'elles ont un meilleur système de santé, en fait. Hein. Et donc, ici, c'est les États-Unis. Et ici, c'est l'Ukraine. Et on ne voit pas malheureusement le compte. Ah, zut, oui, j'avais déjà eu ça l'autre fois. Bon, c'est bien de me le dire. Mais donc, ici, vous avez à 15-17%, vous avez le petit point jaune, c'est l'Ukraine, et à droite, c'est les États-Unis. Vous voyez qu'ils ont la même espérance, enfin, le même taux de personnes âgées, et en fait, ça montre que le système de santé est meilleur. Donc, il n'y a pas de fatalité non plus. On peut avoir sans nécessairement augmenter le PIB par habitant, on peut avoir des évolutions importantes sur la santé. C'est un point clé parce que c'est la remise en question aussi de la croissance économique comme étant l'alpha et l'oméga. Ce vieillissement, il a des effets évidemment financiers, mais pas seulement. Il a aussi des effets culturels parce que il y a un rapport au risque qui est différent hein, en fonction de l'âge qu'on a dans
dans notre vie. Et donc, par rapport à des gros changements voulus par la transition, le fait d'avoir une société vieillissante ou pas, ça a quand même des impacts. Alors, il y a les migrants, un autre driver, un autre élément important. En fait, dans la grande majorité des pays du monde, le nombre de migrants est inférieur à 1% dans la population, même si à l'intérieur des grands pays, vous avez beaucoup de migration interne, donc ça ne dit pas tout. Mais tout de même, c'est plutôt dans les pays qui sont ici en vert, en jaune, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, en Australie et dans certains pays du Golfe, qui sont les petits pays, les petits ronds rouges là en haut, où vous avez des très hauts taux de migrants. Mais en réalité, ce modèle multiculturel, ce modèle avec beaucoup de migrants, n'est pas quelque chose qui s'est encore fort répandu dans le monde, mais on voit qu'il y a une augmentation des migrations dont on ne voit pas bien comment on pourra l'arrêter. Donc ça fait évidemment partie de cette question des inégalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, lorsqu'on étudie les causes de migration, la migration environnementale est loin d'être la première, en fait. En tout cas, pour la migration internationale. Les migrations sont avant tout causées, motivées par un désir d'augmenter le niveau de vie des personnes, de fuir aussi des conflits. Alors, c'est vrai que les questions environnementales vont augmenter ce type-là de migration, mais néanmoins, c'est un phénomène qui est plus profond que ça et pour lesquels, apparemment, nos sociétés sont mal préparées, puisqu'aujourd'hui, cette question des migrations, c'est un sujet culturel. Bon, il suffit de regarder de l'autre côté de la frontière vers la France, à quel point ce sujet s'invite, et ça montre en réalité pas mal de choses, mais entre autres qu'il y a une difficulté à avoir un projet de société plutôt multiculturel. Donc aujourd'hui, on a notamment une scission entre ce qu'on a appelé parfois les somewhere et les anywhere. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les anywhere, c'est ceux qui peuvent se satisfaire de la mondialisation et vivre n'importe où. Je pense que beaucoup de gens dans cette salle seraient proches de ça, parce que quand vous avez un diplôme, vous pouvez assez facilement en fait changer d'endroit. Vous avez du plaisir à avoir des connaissances qui viennent de différents pays. Quand je dis connaissances, c'est soit des personnes, soit c'est des choses que vous lisez ou culturellement. Tandis que dans certains endroits où vous avez beaucoup moins de possibilités, beaucoup moins d'options, vous êtes plus un somewhere. Vous êtes quelqu'un qui est attaché à la culture locale, à ce que vous connaissez, à ce que vos parents ont connu. Et donc, il y a ce clivage qui évidemment, apparaît au niveau politique. Bon, évidemment, je simplifie assez fort, mais c'est pour vous dire que cette question-là, vous allez dire, bon, c'est pas directement lié à l'environnement, mais quand même, c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans les visions de la transition. Bon, alors, j'ai donc déjà évoqué 4 éléments ici, les progrès humains, la démographie, le vieillissement, l'immigration. Vous voyez que pratiquement dans ces 4-là, ce sont quand même des changements importants et qu'on pourrait, en tout cas pour certains, qualifier de transition. Alors, je vais continuer, il m'en reste quelques autres, avec la parité des genres. Et là, on a aussi, je crois, une transition en cours. C'est aussi quelque chose qui est très important à voir au niveau vraiment mondial. Vous avez un graphique ici qui montre que la parité n'est pas encore acquise, mais entre 1990 et 2015, vous avez des augmentations quand même de plusieurs pourcents. Et surtout, ça se passe dans un continuum, en fait, dans une croissance. Bon, il y a un pays où ça diminue, c'est la Chine. Je pense que c'est lié à ces questions d'enfants uniques qui se terminent et plus de femmes qui travaillent. Je ne connais pas exactement la raison, mais en général, on a une augmentation et on a aussi une augmentation dans des pays plus pauvres de l'éducation pour les filles. Donc là, on a quelque chose
qui est une transition. Alors, cette plus grande diffusion des niveaux d'éducation, elle est directement liée à la mondialisation économique qui a connu quelques freins ces dernières années, mais qui n'est pas en train de s'arrêter. Et le fait d'avoir des niveaux d'éducation plus élevés dans des pays dits en développement a permis de délocaliser, évidemment, toute une série d'activités, et tout ça n'est pas terminé. Hein. Donc ça a de grandes conséquences, et une des conséquences pour l'Europe, c'est l'affaiblissement relatif de l'Europe, l'affaiblissement relatif de notre poids au niveau mondial. Bon, je vais d'abord montrer celui-ci. L'Union européenne représente 18% du PIB mondial pour 6% de la population. La Chine, aujourd'hui, c'est 15% pour 18%. Mais en fait, c'était bien plus par le passé, notamment à l'époque du rapport Brundtland, en 87. On avait vraiment les pays occidentaux qui étaient les grands pollueurs, les grands décideurs au niveau économique. La Chine était vraiment beaucoup plus bas hein, en termes d'émissions, c'était vraiment très très bas à cette époque-là. Et donc il y a eu un changement assez fort en fait, un rééquilibrage on pourrait dire, ou en tout cas un équilibrage différent. Et ici vous avez le PIB, le produit intérieur brut de l'Allemagne, parce que je n'ai pas trouvé celui de l'Europe, et ça c'est la Chine. Et bon voilà, il ne faut pas vous faire un dessin, c'est un rééquilibrage très fort. Et aujourd'hui on a des investissements chinois en Europe, hein, ce qui il y a 10-20 ans aurait semblé étrange. En fait, à l'époque, c'était les pays occidentaux qui investissaient en Chine, c'est tout. Hein. Aujourd'hui, assez vite, et encore une fois, cette vitesse, c'est devenu quelque chose d'important. Ici, c'est les batteries électriques dans les Hauts-de-France. Et ça nous rappelle que l'Europe n'est plus spécialement le seul leader avec les États-Unis du développement technologique, et en particulier dans ces questions-là de batteries et d'énergie renouvelable. Bon, la Chine est maintenant le pays le plus important. Et donc, ce qu'on fait au niveau de la transition écologique ici en Europe, hein, c'est important, mais ça se passe dans un contexte mondial et dans une compétition mondiale. Ce qui se passe aussi derrière les COP et leur blocage, je vais en parler dans un instant, c'est aussi des questions industrielles, des questions de concurrence. Et donc, nous, ici en Europe, il faut qu'on assume la perte relative de cette importance que l'on a eue dans l'histoire depuis le XXe siècle, bon, et avant avec le colonialisme, etc. Alors, les inégalités, c'est vraiment un point clé. Ici, vous avez ce graphique, c'est ce qu'on appelle parfois le graphique de l'éléphant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Pourquoi l'éléphant? Parce que vous avez ici comme un dos, et puis vous avez ici comme une trompe qui se lève. Hein. Et en fait, c'est quoi? C'est la part de la population mondiale et dans quelle mesure elle a augmenté sa richesse entre 80 et 2016. Donc, vous voyez que dans les plus pauvres, il y a eu une augmentation ici quand même de richesse. Par contre, les classes moyennes, l'augmentation a été plus faible. Hein, et ça nous dit des choses sur la politique. Hein, ça nous dit des choses. Hein, le fait que les classes moyennes sont moins avantagées par le développement économique, c'est des choses qu'on entend hein, dans des programmes politiques. Mais surtout, c'est les 1%, parce qu'ici, de nouveau, c'est logarithmique. Ici, vous avez 99,99 et même ici 1 millième. Vous voyez à quel point les 1 millième les plus riches ont capturé de la richesse. Pour moi, c'est vraiment un facteur, je dirais, qu'il faut répéter, parce que c'est quelque chose d'absolument clé. Et vous allez voir juste après ce qui se passe pour les pouvoirs publics, qui n'est pas du tout positif. En réalité, la richesse publique est en train de diminuer, alors que vous avez cette croissance dans certaines catégories économiques. Et rien qu'en un an ici, en 2020, les milliardaires ont engrangé un gain de patrimoine de 3 600 milliards de dollars, l'équivalent des dépenses annuelles de santé de l'ensemble des États du monde. Bon, et donc, qui est-ce qui peut arrêter ça? Enfin, je veux dire, c'est un peu ça la question. Où est-ce qu'on peut tirer il y a une absurdité assez incroyable là-dedans. Alors, c'est vrai qu'ils prennent des risques. Si vous parlez à des gens qui sont dans des investisseurs, je pense que
l'idée n'est pas d'ostraciser, l'idée quand même de dialoguer. Ils vont dire, bon, nous on prend des risques. Ils ont gagné voilà, beaucoup de 3600 milliards, ils auraient pu perdre en 2008, ils ont perdu. Ils prennent des risques. Mais là, on est quand même dans quelque chose de tendanciel, et notamment le livre de Piketty a bien montré que la croissance des fortunes les plus aisées est bien supérieure à la croissance économique. Donc, si vous voulez, presque naturellement, cette inégalité va continuer à augmenter. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la richesse publique, elle a diminué. Ceci vient du World Inequality Report qui est paru la semaine passée. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de regarder ça. Eh bien, vous avez une baisse de la richesse des États, et particulièrement ces dernières années, enfin il y a 2 ans, depuis 2 ans avec le Covid, mais c'est une tendance importante, et en particulier l'Angleterre, en fait, est très très endettée ou très privatisée, en fait, parce que c'est ça en réalité, c'est la richesse publique qui diminue au profit d'une privatisation et d'une baisse des investissements. Et donc c'est assez important, quand on parle de transition, de savoir avec quels moyens on va le faire. Pour viser la neutralité carbone, il faut 2% à 3% de PIB supplémentaires consacrés à l'investissement par an. En Belgique, ça fait 10 à 15 milliards. Bon, heureusement, une grande partie viendra du secteur privé, et le rôle des pouvoirs publics est de générer et de flécher, d'aider à orienter ces investissements vers certains secteurs, et pas de le payer eux-mêmes, mais quand même ça aussi, ça explique pas mal de choses. Quand on voit la baisse des revenus des pouvoirs publics, ça explique pas mal de choses sur notre situation. Et cette inégalité se passe également en termes de concentration de la production. Ça aussi, encore un point important au niveau des transitions, c'est la concentration de l'économie et des secteurs industriels. Ici, ce sont les quelques multinationales qui, en alimentaire, dominent énormément de marques. Elles sont au centre et vous avez beaucoup de marques. Et donc, si je prends seulement le secteur agricole, un secteur important évidemment, eh bien, au fond, ce qu'on continue à voir, c'est une hausse de productivité qui est recherchée. Heureusement, il y a des corrections comme avec la PAC ou d'autres corrections, mais tout de même, il y a cette hausse de productivité. Je citais tout à l'heure l'élevage, avec des fermes-usines qui font que même des grandes porcheries en Bretagne ne sont plus compétitives par rapport à des porcheries de centaines de milliers de porcs en Allemagne, etc. Et donc, ça résulte sur une homogénéisation du paysage, en fait, et aussi de l'alimentation, avec, par rapport à ça, des initiatives comme le bio ou les circuits courts, mais qui aujourd'hui sont une minorité dans le paysage. En Wallonie, c'est 12% le bio. Et donc, la transition au niveau alimentaire, c'est intéressant d'avoir des expériences locales, mais c'est quand même de voir qui domine ce marché, comment est-ce qu'on peut voilà, faire quelque chose par rapport à ces grands oligopoles, et sans compter les effets négatifs de l'alimentation sur la santé dont on ne parle pas tellement, mais qui sont importants. Vous avez ici dans worldobesity.org toutes sortes de données qui montrent que le surpoids est quelque chose qui maintenant touche énormément de pays, pas seulement les pays riches. Alors, reste un quart d'heure, 10 minutes 18, un quart d'heure. D'accord. Bon, alors, on va attaquer maintenant le climat. Et là, on a une situation qui est difficile, hein, parce qu'on a ici un graphique qui vient pas de Greenpeace, qui vient d'un rapport officiel des Nations Unies, le UN Gap Report, qui publie ça chaque année. Ça, c'est celui de 2020. Et vous avez l'évolution des émissions qui devraient se produire, c'est-à-dire une diminution rapide. Il faut diviser par 2 les émissions mondiales avant 2030 pour respecter 1,5 degré. Bon, c'est plus ou moins ce que l'Europe veut faire, même c'est pas tout à fait ce qu'elle veut faire, mais c'est pas du tout ce qui se passe au niveau mondial. Aujourd'hui, au niveau mondial, on prévoit encore une augmentation.
Donc, on n'est pas du tout dans les clous par rapport à ça, et ça provoque un problème. Je ne sais pas si c'est un des sujets étudiés, peut-être par un exposé ou quoi, mais c'est un sujet très important au niveau communication. C'est le gap entre ce qui est annoncé, on va respecter 1,5 degré, et la réalité de ce qui se produit. Il y a un gros problème. Hein. C'est un problème, je discute avec des collègues climatologues, eux-mêmes ne savent pas trop comment se positionner par rapport à ça, parce que c'est vraiment une difficulté. Parce que si vous regardez ici le rapport du GIEC, le volume 1 du rapport numéro 6, donc qui est paru en août, eh bien, dans le rapport du GIEC, il est marqué que le best estimate, l'estimation la plus probable pour 2021-2040, c'est 1,5 degré. Donc, les climatologues prévoient ça. Et pourtant, on annonce qu'on va pas dépasser. Bon, donc voilà, il y a un hiatus. Et bon, ça ne vous surprendra pas, on va retrouver la question des inégalités dans cette question-là, avec de nouveau des chiffres impressionnants, puisque vous avez ici le top 1% des plus riches qui émet 15% des émissions et les 50% les plus pauvres qui émettent 7%. Donc, vous avez 1% qui émet 2 fois ce que les 50% les plus pauvres émettent. Ce qui veut dire qu'il faut absolument travailler avec cette concentration de richesse. Enfin, tout converge vers ça, en fait. Mais c'est très difficile à faire, bien sûr, parce que c'est ceux qui sont les mieux armés, en fait. C'est ceux qui sont les plus résistants, en quelque sorte. Donc, en tout cas, ce qui est important, si on parle de transition, c'est de parler de transition juste et autrement dit, d'atténuer les politiques climatiques en faveur des groupes défavorisés, ça veut dire notamment au niveau de la hausse du prix de l'énergie, la tarification carbone ou quoi qu'on l'appelle, à faire attention à les effets, et la création d'emplois, la reconversion d'emplois. Donc ce terme transition juste, si on parle de transition, est important. Bon, transition, le climat des villes se déplace, enfin pas seulement des villes d'ailleurs, des pays, et on a un réchauffement qui se produit. Une étude avait estimé que c'était 1000 km, donc vous êtes de Aix, ben voilà, bientôt ici, on va être, enfin bientôt, en 2050, on aurait peut-être un climat qui, à certains égards, serait comparable en moyenne, quoi. Donc ça, c'est important aussi, je pense, de le dire, parce que quand des gens font des décisions à moyen terme, moi j'ai toujours été partisan d'annoncer des choses sur 2020, 2030, 2050, 2100, c'est trop loin, je pense. Et donc, de cette façon-là, on peut prendre certaines décisions. Et ce qu'on constate, en fait, j'ai raté quelque chose que je voulais dire ici, c'est que ce qu'on constate, si vous êtes attentif, je suis sûr que vous l'êtes aussi par rapport aux médias et au changement climatique, moi, ce qui me frappe ces derniers temps, c'est à quel point on n'arrête pas de parler de toutes sortes d'impacts, en fait. Tantôt, on va parler du Grand Nord, tantôt, on va parler de la sécheresse en Espagne, on va parler du fait qu'on peut faire maintenant du vin dans le Luxembourg, etc., etc. Et en réalité, je pense que c'est ça aussi la transition climatique, c'est qu'on va connaître ces impacts qui vont changer durant notre vie. On va pas rester à ce niveau-là, ça va continuer. Hein. Et donc, on va continuer à parler, ça va être un sujet de discussion sur ces impacts qui sont nouveaux, qui se multiplient. Et c'est ça aussi la transition. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette carte mondiale, ça me prendrait trop de temps. Mais si vous voulez voir les impacts sur l'Europe, vous pouvez aller prendre ce rapport-là, Urban Adaptation in Europe. Et nous sommes ici entre le bleu et le vert, donc entre Atlantic Region et Continental Region. Et une des choses qui peut-être avait été sous-estimée dans la communication, parce que les scientifiques l'avaient vu, mais dans la communication, c'est la hausse des événements extrêmes. Et on a souvent perçu le réchauffement climatique comme un réchauffement graduel. Et aujourd'hui, ce qui apparaît, ce sont des événements plus anormaux, qu'on appelle parfois dérèglements climatiques, qui se sont produits d'ailleurs dans d'autres pays, mais qui se produisent maintenant chez nous. Et si vous regardez en Wallonie, ce qui s'est passé autour du 14 juillet, bon, c'est sans précédent, hein, voilà quelques chiffres. Et
Et donc, le coût total estimé aujourd'hui est de 2 milliards d'euros. En général, avec le recul, ce coût a tendance à augmenter. Et le budget public wallon, c'est 2 milliards d'euros. Bon, c'est évidemment pas le budget public qui doit tout payer, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, on est face à quelque chose d'important, ce qui veut dire que l'adaptation est quelque chose de fondamental. Parfois, on dit que réduire les émissions, c'est éviter l'ingérable, et s'adapter, c'est gérer l'inévitable. Et donc, c'est clair qu'il va y avoir toutes ces nouvelles mesures qui vont devoir apparaître, notamment de coordination. Hein, c'est pas facile à faire, mais ça va être un nouveau défi. Donc, ici, j'ai mis quelques éléments sur l'adaptation, mais je passe. Et enfin, il m'en reste encore deux. Un sur lequel je serai plus long, c'est l'accélération numérique, et un où je serai très court, c'est le Covid. Alors, pour l'industrie numérique, là encore, on a une croissance extrêmement rapide qui s'est produite et qui continue à se produire, qui est vraiment, enfin, qui va très très vite. J'avais fait une recherche il y a à peu près un an, les 10 premières entreprises du monde en termes de capitaux à cette époque-là. Eh bien, sur les 10 premières entreprises du monde, vous en aviez 8 sur 10 qui faisaient partie des technologies de l'information et de la communication. Facebook compte près de 3 milliards d'utilisateurs chaque mois, etc., etc. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi Amazon qui maintenant va avoir des supermarchés physiques et qui donc concurrence les supermarchés nationaux, etc. Donc, on a une évolution très rapide qui n'est pas encore finie et qui a des impacts psychologiques individuels et aussi des impacts sur la société. On en parle de plus en plus, hein, on en parle plus qu'il y a un an ou deux, mais donc à la fois sur le temps d'attention, sur la sursollicitation, sur les burn-out parfois, et au niveau social, vous avez toutes ces données qui aujourd'hui appartiennent à des firmes privées. Hein. Bon, comme on dit toujours, Facebook a réussi à nous faire donner des tas de choses super importantes qui sont à eux, en fait, hein, ces données. Google, si vous utilisez souvent Google, allez voir éventuellement Google Dashboard. Vous allez voir que toutes les recherches sur Google que vous avez faites sont comptabilisées, sont là, elles sont toutes là. Vous pouvez d'ailleurs les effacer si vous voulez. Ou Google Maps, vous allez tous les endroits où vous êtes allé qui apparaissent. Bon, alors aujourd'hui, ça appartient à des firmes privées, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les pouvoirs publics vont utiliser ça? Jusqu'où ils auront accès? On voit ce qui se passe en Chine. Donc, ce sont des évolutions très, 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 très fortes et avec également tous ces effets de tension sur la société, de polarisation dont on a pas mal parlé ces derniers temps et qui sont difficiles à contrer, qui changent la politique, qui changent le débat public, qui changent la participation. Hein. Donc voilà, ce sont des enjeux. Ça, j'ai vu qu'il y avait un atelier sur l'aspect numérique aujourd'hui dans ce colloque. Alors, quelques mots sur le Covid, parce que on a eu, pour ceux qui s'intéressent au changement climatique et à ces choses qu'il faut faire à ce niveau, ils se sont posé la question en quoi est-ce que le Covid nous donne des leçons par rapport à ça. Bon, je pense qu'une des choses qui était surprenante pour moi, c'était la rapidité à laquelle des mesures politiques ont été prises lorsqu'il y a eu la première vague. Les fermetures, les annulations, ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues en fait dans nos pays. Et quand on demandait, nous, les chercheurs ou des militants sur le climat, des mesures, on nous disait toujours, attendez, il faut y aller tout doucement, il faut ça doit sur un plan de 5 ans, de 10 ans, c'est 3%, c'est 2%. Et puis là, du jour au lendemain, pouf, on voit que la décision est possible. Hein. Et ça c'était quand même positif, de se dire, ah ben c'est quand même possible. Hein. Bon, une autre chose, c'est que la société a perçu des nouvelles vulnérabilités. Je crois que avec le Covid, il y a eu ce choc en se disant, bon, Marc a montré ces vagues là, avec Covid et puis climat, mais c'est une façon de le montrer, quoi. C'est cette idée, attention, notre modèle de développement, il est quand même vulnérable. Le rôle des scientifiques a été promu aussi à ce moment-là, et les plans de relance incluent des objectifs verts. Spécialement en Belgique, il y a pas mal d'argent qui viennent des plans de relance européens
avec des objectifs verts. Et donc, par rapport à la transition écologique, cet aspect de plan de relance, aujourd'hui, il est fondamental. Hein, c'est quelque chose qui est intéressant à étudier. Alors, dans le plan négatif, c'est que ces restrictions ont été douloureuses et qu'avec le temps, on voit qu'il y a une fatigue pour le moins et qu'il y a eu peu de maîtrise aussi, alors que pour le climat, on a quand même besoin de planifier des choses. Hein. Aujourd'hui, on dit qu'il faut planifier la réponse à la pandémie, il faut quelque chose de... Bon, peut-être qu'on va arriver à le faire, hein, c'est bien possible, mais jusqu'à présent, ça a été un peu... au début un peu erratique en tout cas. Puis il y a toutes ces questions de complotisme qu'on a vu maintenant se développer, qu'on a vu également par rapport au changement climatique, et le fait que les États sont endettés avec ces plans. Alors voilà, très rapidement pour conclure, voilà, donc vous avez compris, mon propos, c'est ouvrons les yeux sur les multiples transitions en cours. Il faut en tenir compte pour agir dans le domaine de la transition plus précisément écologique, que j'aime bien appeler écologique et sociale, sinon d'ailleurs elle ne fonctionnera pas. Et donc, vous avez ces transitions, on pourrait résumer une mondialisation croissante, un affaiblissement des privilèges de l'Occident, des inégalités qui restent importantes, particulièrement pour les catégories les plus riches, un pouvoir sans précédent des grandes firmes, une artificialisation du monde, un vieillissement des populations, le développement numérique qui bouleverse l'économie et la connaissance, et peut-être des nouvelles pandémies. Mais ici, en rouge, vous avez toute une série de choses qu'il est possible de développer par rapport à ces driving forces, pour reprendre mon terme du début, à ces forces directrices. Bon, la mondialisation apporte aussi des richesses, si elle est gérée. Il est possible d'avoir un travail participatif pour les projets de société. Une redistribution est nécessaire, des régulations. Il faut modifier également le logiciel de la seule croissance économique, ce qui est possible. Et le vieillissement, bah, de toute façon, il s'est déjà produit au XXe siècle. Maintenant, il s'accroît, mais on peut vivre avec ça aussi. Il faut une éducation par rapport au numérique et également des législations. Alors, pour vraiment ma tout dernier slide, moi, la question que je me pose, en fait, ces derniers temps, c'est est-ce qu'on ne met pas trop de temps à apprendre, en fait. On a beau lire, on a beau apprendre, mais toutes ces choses vont tellement vite. Et moi, j'ai quand même un certain nombre de fois l'impression que même les chercheurs qui essayent de comprendre sont un peu dépassés, ou en tout cas, il y a non seulement le fait d'apprendre, mais il y a le fait de transmettre, comme disait aussi Marc. Est-ce qu'on transmet assez vite, en fait? Est-ce que par rapport au changement climatique, combien de temps on a passé à dire que c'était des petits gestes individuels qui étaient importants? Bon, ils ont une certaine importance, mais en réalité, c'est des changements systémiques qui sont importants. Ici, je vous montre ces inégalités sur les 1 pour 1000. Bon, on en parle, mais jusqu'où est-ce que c'est intégré? Le numérique, aujourd'hui, Facebook et Google comprennent des tas de choses avant tout le monde, en fait. Hein. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, ouvrons les yeux, essayons de suivre et d'éclairer ces choses qui vont très très vite. Voilà. Et alors, si vous voulez en savoir plus, on organise des conférences à l'ULB avec le site cedd-pes.com sur toutes sortes de sujets liés à l'environnement. PES, c'est Pôle Environnement et Société. On avait aussi des conférences Penser la science, notamment sur la 5G, dont j'ai pris un slide. Et puis, il y a aussi ma page, si vous voulez aller voir des publications. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, cet exposé très intéressant. Je crois qu'on a quelques minutes pour une question ou l'autre. Quelqu'un veut prendre la parole. Voilà, je vais peut-être le dire. Alors voilà, pour les gens qui sont en distanciel, je ne sais pas s'ils ont entendu mon collègue, donc c'est le moment de poser des questions dans la salle et aussi à distance. On ne pourra pas passer trop de temps, évidemment, à discuter, mais un petit peu quand même. Donc, je ne sais pas s'il n'y a personne ici. Ah oui, d'accord, pardon. On aura... Qui a levé la main? Monsieur, madame, ah oui, Anne gagne bien. Oui.
L'idéal, ce serait de venir ici, mais sinon on résume pour les gens en distanciel. Alors ma question, elle concerne les villes, et les grandes villes aujourd'hui. M. Zagaï parlait justement du fait que la possibilité et les puissances des pouvoirs publics sont en train de s'amoindrir. Et au niveau de l'économie, justement, quels seraient les leviers pour aider les villes aujourd'hui? Oui, évidemment, j'ai fait quelque chose entre-temps, donc j'ai oublié la question. Non, mais donc, la question, c'est oui, voilà, merci les villes qui s'appauvrissent et dans quels seraient les leviers pour aider les villes. Est-ce que les villes s'appauvrissent? Il y a aussi une croissance de l'importance des villes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des inégalités dans les villes et des quartiers qui sont appauvris. Mais je crois que il y a aussi au contraire, les villes globalement ont de plus en plus d'influence. D'ailleurs, elles interviennent même dans les conférences internationales. Après, malheureusement, je ne sais pas dire beaucoup plus par rapport à ça. Je crois qu'il y a des politiques d'aménagement du territoire qui sont importantes, qui déterminent beaucoup de choses au niveau de ce qui se passe dans les villes et autour des villes. Mais à part ça, je ne vais pas dire grand-chose. Je trouve qu'on a beaucoup d'articles au niveau de l'économie, justement avec toute cette mixité justement écologique et puis des énergies, etc. Mais pour autant, vous m'avez parlé de la question des dépenses de santé. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des pouvoirs publics et des villes. D'accord. On pourra en reparler après. Oui. Merci. Il y avait Madame Nissens. Oui, merci de montrer comment ces transitions sont intriquées, mais je vous revenir sur une dia, c'est sur l'endettement, sur l'effondrement du patrimoine public des États. Oui. Et il me semble que j'ai vu que tu as mis, c'est graphique, mais net et donc ça me pose souci parce que la dette pour moi est ça dépend quelle dette, mais la dette écologique c'est un investissement. Le message bien vous l'avez dit, sans dette, mais non. Le message voilà, oui, donc la question, je résume, c'est le graphique sur l'effondrement dans certains pays le terme exact, c'est patrimoine public. Et l'idée, c'est, attention, si on s'endette pour investir, notamment par rapport au climat ou par rapport à d'autres sujets, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc ça, je suis d'accord. Il faudra regarder comment est calculé donc, sur quoi sont basées ces pertes. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait quand même eu pas mal de ventes de biens publics en termes de patrimoine, et notamment en Angleterre. Hein. Et donc, il faut voir dans quelle mesure ça sert à des investissements. Mais sur le point clé d'investir, là, on est tout à fait d'accord. Donc, il faut décomposer, il faut aller plus loin que ce graphique. D'accord. On va prendre vos questions à distance, s'il y en a. Alors, il y en a plusieurs. Oui, donc, tu arrives à parler ou ça devient un problème là? Oui, sinon on passe la parole à Madame Zaouli. Donc, Monsieur Vincent Zaouli peut prendre la parole donc en allumant son micro pour poser une question. S'il est là. Donc, Vincent Zaouli, est-ce qu'il est là? Sinon, on prend une autre question, évidemment. Oui. D'accord. Donc, on passe la parole à... C'est qui avant de ces deux personnes? Bon, on passe la parole à Catherine Gauthier de Grenoble. C'est à moi. Oui, bonjour. Voilà. Et puis, il y aura Françoise Bernard, mais... Merci pour cette conférence, Monsieur Zakaï, c'était très intéressant. Moi, je travaille sur la question des échelles en matière de gouvernance de la biodiversité. Et donc, je voulais savoir un petit peu si, effectivement, c'est au niveau du local que vous pensez que les solutions se trouvent, puisqu'on a l'impression, et ça a été démontré par certains auteurs, que les gouvernances internationales peuvent être des formes d'espaces d'impuissance, où finalement les gouvernements nationaux présentent les choses comme devant se régler au niveau mondial, le climat, etc. Et finalement, il y a une inaction qui est assez flagrante. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette question d'échelle que vous avez très bien présentée avec des indicateurs mondiaux? Pour autant, le local me semble inefficient au niveau scientifique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vous en remercie. Mais la difficulté d'une conférence comme celle-là, c'est que je suis interrogé sur des tas de sujets, parce que j'ai abordé plein de sujets, dont je ne suis pas nécessairement spécialiste. Mais ce que je dirais, c'est que pour la biodiversité,
c'est important de travailler au niveau local, je pense. Il y a effectivement pas mal de chercheurs qui mettent en évidence cela, notamment pour des réserves locales, sur la connaissance aussi de la faune, notamment de la vie-faune autour de nous, qui crée aussi une sensibilisation. Donc ça, je suis tout à fait pour. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est que les grandes entreprises agricoles déterminent toutes les grandes forces directrices. Donc, à partir du moment où la terre va être achetée par des grandes entreprises pour faire de l'agriculture intensive, malheureusement, ça va complètement limiter ce qui se passe au niveau local. Donc, je crois que le niveau mondial reste important, ne serait-ce que pour définir un projet. Vous voyez, on va toujours pouvoir critiquer les COP, etc. Mais au moins, on a des directions et après, il faut peser dessus. Je pense qu'on attend trop des ONG. Je suis frappé de tout ce qu'on attend des ONG comme chien de garde par rapport à ces accords, alors que ça devrait être les gouvernements. Mais au moins, ça donne des leviers au niveau international. Et mon message, c'est quand même, vu cette concentration économique, il faut travailler également sur ces centres de concentration économique. Je pense qu'on donne la parole à Françoise Bernard et puis on verra, hein, parce qu'il faudra. Et Françoise, tu as la parole. Donc Françoise Bernard, professeure émérite à l'Université d'Aix-Marseille. Merci beaucoup, Andrea Catellani. Merci beaucoup aux conférenciers. J'ai beaucoup apprécié votre intervention très riche, très stimulante sur le plan cognitif, c'est extrêmement intéressant. Alors, permettez-moi de simplifier un petit peu mon propos, forcément, hein, dans le cadre du format qui est imparti dans ce type d'interaction. Finalement, vous nous dites que la transition écologique, enfin, vous nous dites, j'interprète, hein, que la transition écologique serait une transition parmi d'autres. Vous nous avez présenté un paysage complexe de transition en cours, la transition autour des questions du genre, la transition dans les grands équilibres, les transitions dans les grands équilibres géopolitiques, etc. Mais ce qui apparaît clairement par ailleurs dans votre propos, c'est que la transition d'un certain modèle économique, alors que l'on peut qualifier de libéral, de néolibéral, bon, etc., cette transition qui est en cours depuis quelques siècles à partir de l'Occident, entre guillemets, bon, ce serait un terme dont il faudrait débattre aussi, celle-ci avance à très grands pas. Vous venez encore de le dire dans une de vos réponses. Donc là, il y a une intensification, une généralisation d'un certain modèle économique qui est très puissant et qui, évidemment, agit sur des représentations politiques, sociopolitiques. Sociopolitique, ça serait plus exact. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est quid de la transition écologique dans le paysage que vous avez tracé? Est-ce que, comme certains auteurs le suggèrent, je pense à Dominique Bourg, je pense au socio-anthropologue Latour et à quelques autres, est-ce que la transition écologique ne pourrait pas constituer une sorte de colonne vertébrale, en quelque sorte, autour de laquelle peuvent être réarticulées des questions, des interrogations, des propositions, surtout des expérimentations, des expériences qui permettent également de penser un petit peu différemment du mainstream néolibéral qui, bon, voilà, je simplifie, hein, ma question n'est pas tout à fait suffisante, y compris pour moi, mais est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à ramasser? Par ailleurs, dans votre exposé, vous avez peut-être laissé un petit peu de côté, mais on ne peut pas tout dire dans un format aussi court, d'autant plus que votre propos est déjà très riche, la question de la dimension culturelle, anthropologique, la question d'un nouvel imaginaire qui est en train de s'élaborer, qui peut être un imaginaire un peu alternatif, un pas de côté par rapport
à ce mainstream dont je viens de parler, qui fédère désormais beaucoup de monde, beaucoup d'expériences, beaucoup d'expérimentation. Vous nous avez parlé de l'importance d'apprendre vite, mais peut-être pourrions-nous nous parler du désir d'apprendre et du statut des savoirs dans une société où la dimension économique est souvent très fortement mise en avant par un ensemble dans un ensemble d'analyses. Voilà, excusez-moi, c'est une question qui est un peu pieuvre, hein, je suis désolée. Vous pouvez, voilà, vous prenez ça pour que vous souhaitez. Je tiens à vous remercier pour la richesse de votre propos. Merci beaucoup pour votre question qui est aussi fort riche. J'essaie de répondre. Écoutez, moi, j'ai envie de dire la transition écologique, malheureusement, je ne la vois pas vraiment. Ce que je vois, c'est une artificialisation du monde qui continue. C'est les émissions qui continuent. Je vois que des actions. Couper le micro de quelqu'un. Je vois des réactions qui se produisent à certains endroits, dans certains pays, dans certaines sociétés, mais je vois surtout ces impacts qui continuent à se produire. Donc, autant je suis tout à fait favorable à ce que ça prenne de la place, autant je pense qu'aujourd'hui, ça reste limité comme driver, justement, comme force directrice. D'autre part, quand je parle avec des publics qui ne sont pas spécialement dans le niveau universitaire ou dans des milieux en Europe, je vois que beaucoup d'autres sujets sont présents, en fait. La question de la pauvreté, de la santé, du numérique et la question de la démocratie, de la croyance, de la confiance ou pas dans les élites, etc. Et je n'ai pas spécialement l'impression que le récit, pour prendre par exemple le terme qu'utilise beaucoup Cyril Dion, j'aime beaucoup son livre sur la résistance qu'il développe à travers les nouveaux récits, j'ai pas particulièrement l'impression que... J'avais voulu parler de ça en fait dans la conclusion et puis je me suis dit, j'ai pas l'impression non plus que ce récit soit si général que ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a pas mal de récits, en particulier justement sur les réseaux sociaux, qu'il y a une pléthore de récits. Et donc, voilà, c'est peut-être un peu décevant comme réponse, mais moi, ma vision aujourd'hui, c'est que ça n'est pas nécessairement central, même si j'aimerais que ce le soit, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être, s'il y a quelqu'un qui voulait intervenir, c'est vrai qu'il faudrait dire beaucoup de choses, mais il y a tout un colloque. Oui, s'il vous plaît. Une rapide question par rapport à votre réflexion finale sur est-ce qu'on ne prend pas trop de temps à apprendre et est-ce qu'on n'est pas trop lent à la transmission. Mais est-ce que justement, du fait qu'il y ait des transmissions qui viennent d'un peu partout, que ce que je pourrais qualifier de transmission de qualité et critique est en fait diluée et donc pousse à un apprentissage plus long si on veut avoir un apprentissage de qualité avec un esprit critique et un apprentissage éclairé. Je m'excuse, je n'ai pas tout à fait compris. Si vous pouvez... Mais vous vous dites, ouais, on prend trop de temps à apprendre. Oui, par rapport à la vitesse des transformations, on prend beaucoup de temps à apprendre. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que justement, du fait qu'il y ait une espèce de dilution de ces transmissions et donc de ces informations, oui. Est-ce que justement ce temps d'apprentissage n'est pas indispensable pour avoir une connaissance? Oui, mais toute la question, effectivement, c'est. Donc, je dis pour ceux qui n'entendent pas votre question, le fait qu'il y ait beaucoup de sources et qu'il y a un certain temps pour apprendre est nécessaire pour développer l'esprit critique. C'est effectivement une vision positive des choses, mais en même temps, je vais prendre un exemple tout simple parce que je l'ai vraiment vécu. Au début des années 2010, il y a eu un climato-scepticisme virulent, en fait. On a commencé à attaquer réellement, c'était déjà le cas avant aux États-Unis, mais c'est arrivé ici, on a attaqué vraiment la science du climat. Et il a fallu des années pour se rendre compte qu'en réalité, ces récits-là, ils étaient manufacturés par des communicants volontairement. Et donc,
ça a généré beaucoup de discussions, de transmissions, alors que si quelqu'un, il y en avait qui le savaient, il y avait des chercheurs qui avaient travaillé là-dessus, et si cette idée était passée plus rapidement, on aurait dit mais attention, là on n'est pas en train de faire de la science, on est en train de faire de la désinformation, on aurait pu apprendre beaucoup plus vite, vous voyez, c'est un exemple. Donc le fait d'avoir beaucoup de sources participe aussi à la désinformation, hein, et donc voilà. Que je réponds. Je crois qu'il faut. Nous remercions vraiment beaucoup le professeur Zakai. On peut applaudir de nouveau.